Salut Épaule Noire. Salut Agathe. On est dans ce studio improvisé dans mon salon, donc bienvenue chez moi. Merci. Alors on va faire donc une quinzaine de minutes d'interview. On a envie d'en savoir un peu plus parce qu'on t'avait déjà eu à la radio sur notre émission Quartier Libre. Donc on n'avait que le sonore, maintenant on a aussi le visuel. On est hyper contente de t'avoir ici. Donc Épaule Noire, c'est un projet d'illustration. On te retrouve notamment sur Instagram. C'est un projet qui œuvre pour l'afroféminisme, qui raconte l'histoire de Sophie, qui vit pas mal de traumatismes raciaux. Est-ce que tu peux déjà un petit peu nous expliquer qui tu es et surtout, tu ne viens pas du dessin à la base, tu as été autodidacte. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts dans le dessin ? Oui, absolument. Déjà, merci de m'accueillir. Et du coup, oui, alors je suis Épaule Noire et effectivement, je fais du dessin en fait depuis que je suis petite. Donc, j'ai pas pris de cours académiques, etc. J'ai tout fait toute seule et au début, c'était vraiment un hobby. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire quelque chose de plus créatif, plus artistique et plus engagé, si je peux dire ça. Et qui se concentre à travers un discours afroféministe parce que, par essence, je suis une femme noire et tout ce que je transmets dans mon dessin, c'est le récit qui est imprégné de ma vie, donc la vie d'une femme noire. Effectivement, à travers ce travail, j'essaie de transmettre un discours qui s'imprègne dans un discours antiraciste, féministe. C'est pour ça que je dis afroféministe d'ailleurs. C'est une guerre visuelle un petit peu, c'est juste pour imprégner mon environnement de choses qui me ressemblent. Parce que moi j'en avais besoin en tout cas et je pense que des personnes comme moi en ont besoin aussi. Et donc afroféminisme, mais aussi parce que dans l'essence même de tes dessins qui sont en noir et en rouge uniquement, le rouge pour la couleur de ton sang et le noir pour la couleur de ta peau. Pourquoi avoir eu envie d'utiliser aussi uniquement ces couleurs ? C'était aussi pour t'affranchir des codes traditionnels des BDistes qu'on a l'habitude de voir ? Effectivement, en fait, si on regarde les BD traditionnels, souvent le socle d'une bande dessinée, c'est quand même le blanc. Alors, je n'ai absolument rien contre la couleur blanche, hein, il faut le savoir. Mais il est vrai que j'avais envie de dénoter un petit peu parce que mon discours, il dénote. Il rentre pas dans ce qu'on attend de l'art un peu élitiste, un peu blanc, un peu de classe sociale aisée. Je suis une femme noire. Ce pourquoi j'utilise la couleur noire, parce que c'est mon récit, c'est ma couleur de peau, c'est comme ça que je suis perçue. Et le rouge parce que c'est une couleur sanglante, mais c'est aussi l'héritage du coup culturel. Ça permet aussi d'un petit peu peut-être choquer les gens visuellement, je ne sais pas. Nous on adore. Très bien. Ton personnage s'appelle Sophie. Pourquoi avoir choisi ce nom-là, puisque tu racontes ce que tu vis, ce que tu as vécu, mais ton personnage ne s'appelle pas par ton prénom, par ton vrai prénom. Pourquoi le prénom Sophie ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ? Comment est venu ce prénom ? Alors Sophie, c'est mon alter ego. Donc effectivement, j'ai pas donné mon prénom parce que je préfère quand même être une césure avec ma vie personnelle. Hein. Mais Sophie, c'est inspiré des Malheurs de Sophie, en fait, qui est un dessin animé qui nous a un peu toutes traumatisées quand on était petites, un livre également. Et parce que cette petite fille, à travers ses bêtises, ses malheurs, ses traumatismes, en fait, elle grandit. Et Sophie, il me semble que ça puise dans le mot sagesse en latin. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce prénom-là. Quelque chose qu'on n'avait pas évoqué à la radio et que j'avais bien envie de discuter avec toi, c'est aussi qu'au-delà de l'illustration, il y a aussi tout un récit. Donc on se rapproche vraiment de la BD. Il y a tout un travail d'écriture. Est-ce que tu peux nous parler de l'écriture ? Est-ce qu'elle est venue tout de suite dans ton travail ou est-ce que l'illustration est d'abord venue et l'idée d'y ajouter des dialogues est venue ensuite ? À la base, je fais simplement du dessin. Je fais même de la peinture, de l'aquarelle. En fait, là, c'est des illustrations digitales, mais c'est pas ce que je fais de prime abord. Mais effectivement, j'y ai ajouté du texte. C'est pas quelque chose que je faisais naturellement, en fait, mais ça me semblait beaucoup plus pertinent pour faire passer des idées et pour raconter des histoires, en fait, parce que y a rien de mieux que de s'inspirer de la réalité, de la raconter pour parler de choses du quotidien que tout le monde traverse. Enfin, en tout cas, les gens de ma communauté, en tout cas. T'écris en anglais. Au début, t'écrivais beaucoup en anglais. Maintenant, un peu plus en français. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un changement, ou en tout cas, t'as décidé d'écrire plus en français. Est-ce que je me trompe ? Est-ce qu'il y a une volonté aussi peut-être d'être accessible le plus aux Français, à ceux à ta communauté la plus proche ? Effectivement, au début, j'écrivais beaucoup en anglais. Mais alors, je pense que c'est parce que écrire en anglais, c'est un peu trendy à la base. Mais aussi parce que quand on est une personne noire, on s'inspire beaucoup de la culture afro-américaine. Du coup, on a tendance à utiliser ces biais-là. Et je me suis simplement dit que mon public
dans tous les cas, il est français. Et on a aussi besoin d'avoir une culture afroféministe, antiraciste française, simplement. Donc, je m'inscris plus dans un discours français, actuellement. Mais ça ne veut pas dire que je puiserai pas dans l'anglais non plus. Oui, parce que tu continues à, de toute façon, écrire en anglais aussi sur certaines de tes illustrations. Oui, totalement. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que dessiner, ça te faisait du bien, mais que ça faisait aussi du bien aux personnes qui regardent tes dessins, qui lisent. Est-ce que tu as reçu des messages ? Comment tu as réussi à percevoir qu'au-delà de toi, que tes dessins étaient une forme de thérapie, comment ça a résonné chez d'autres personnes ? Effectivement, j'ai reçu des messages d'abonnés, parce qu'en fait, au début, c'était une deuxième page Insta, j'ai ma page perso et celle-ci. Et petit à petit, j'ai eu de plus en plus de followers et j'ai commencé à recevoir des messages de personnes qui étaient inspirées, qui m'ont dit qu'elles avaient besoin de voir ce genre de contenu. Et c'est vrai qu'en 3 ans maintenant, j'en ai reçu à peu près une dizaine. Bon, c'est un petit chiffre, mais en vrai, le fait d'avoir inspiré 10 personnes qui sont comme moi, c'est pas rien, je pense. Donc, du coup, ça me motive et j'ai envie de continuer à faire ça. Tu disais que tu as d'autres pratiques, l'aquarelle et la peinture. Est-ce que sur ces pratiques-là, tu utilises aussi uniquement le noir et le rouge, ou est-ce que tu as une pratique un peu différente des couleurs ? Pour la peinture et l'aquarelle, ou même juste le dessin sur papier, j'utilise pas forcément du noir et du rouge. Et je pense même d'ailleurs que avec le temps, je vais sûrement évoluer et utiliser des médiums différents et des couleurs différentes, sûrement pour dire des discours différents aussi. La force aussi des réseaux, c'est de créer des collaborations. Tu as notamment participé et collaboré avec d'autres artistes, notamment qui créent du podcast. Est-ce que tu peux nous parler de ces collaborations et de comment tu as pu travailler avec ces personnes-là ? Pour ma part, les collaborations, ça a été surtout avec le milieu associatif dans un premier temps, notamment avec la page Instagram Tant que je serai noire, qui est une page qui recense des idées, des discours qui vont dans le discours antiraciste de prime abord, mais aussi qui aborde le sujet de la parentalité, notamment pour les personnes qui n'ont pas envie d'avoir des enfants et qui en plus sont noires, et qui aborde aussi des problématiques de santé, notamment gynécologiques, pour les femmes noires, qui sont des choses, des sujets en tout cas très peu abordés dans le quotidien, ou ne serait-ce que par les médecins qui ont tendance à pas forcément prendre au sérieux la santé des personnes racisées en général. Tu m'avais déjà évoqué dans la première interview et j'avais envie qu'on en parle un peu plus. Tu avais évoqué le fait qu'aujourd'hui, en France, il y a très peu de BDistes femmes noires, ou en tout cas, elles sont invisibilisées. Donc, il y a une grande question dans le monde de l'art plus largement, mais ça, on pourra voir un autre reportage et lire plein de choses là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette invisibilisation de ces BDistes femmes noires ? Alors, je ne suis pas une professionnelle pour l'instant. Et je parle vraiment simplement de ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. En tout cas, c'est vrai que quand on est enfant, on a besoin de modèles, ne serait-ce que dans nos jouets. Je veux dire, moi, ça a tardé avant que je puisse avoir des Barbie noires. D'ailleurs, c'était des Bratz. Nuance. Mais c'est vrai que dans le domaine de la BD, moi, je connais très peu d'héroïnes de BD noires. Bon, il y a Aya des Yopougon, mais ça se passe en Côte d'Ivoire. Et sinon, c'est vrai que je pense que c'est un peu désertique à ce niveau-là, quoi. Et pas que pour les personnes noires, d'ailleurs, hein, pour les personnes asiatiques, maghrébines, peu importe, on n'est pas là, quoi. Et il faut que vous soyez bien plus là, donc c'est pour ça qu'on fait ce genre d'interview aujourd'hui. Exactement. On va montrer du coup à toutes les personnes qui nous regardent des images pour revenir un peu sur tes illustrations et pour que toutes les personnes puissent un peu visualiser ce que tu fais. Donc je vais revenir sur moi, quelques-unes qui m'ont marqué, que je vais te montrer et qu'on verra donc à l'écran. Une première qui traite aussi de la parentalité et de la façon dont le racisme a une répercussion aussi sur ses enfants. Et c'est notamment celle-ci, de la maman de Sophie, qui lui dit ne te mets pas trop au soleil, sinon tu seras aussi noir que moi. Et il y a une belle phrase qui dit mais si tu ne m'aimes pas comme je suis, je n'arriverai pas à m'aimer moi-même. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette envie aussi de parler de la famille et de quelque chose d'intime ? Bien sûr. Souvent, quand on parle du racisme, on a tendance à penser à des insultes discriminatoires individuelles. Sauf que le racisme, ça se retransmet aussi par des traumas générationnels.
personnel. Et c'est vrai que quand on est immigré et qu'on vit dans un pays comme la France, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des modèles qui nous ressemblent pas, mais ça influence aussi les pensées de nos parents. Et cette BD, elle relate beaucoup de ma relation avec ma mère, où c'est vrai que ma mère a eu beaucoup tendance à vouloir que je ressemble à tel genre de personne que je n'étais pas, à faire attention que effectivement je ne bronze pas trop, ou que je m'habille de telle ou telle manière, ou mes cheveux qu'elle a défrisés pendant toute mon enfance. Et ça reste, je sais pas si c'est un traumatisme aujourd'hui, parce qu'en réalité, aujourd'hui ça va, mais ça m'a quand même impacté dans toute mon adolescence. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette BD, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de petites filles qui sont dans le même cas actuellement, ou qui l'ont été en tout cas. Et quand on parle de traumatisme, il y a une autre illustration qui m'a marquée, qui est là plus dans le cadre de l'école. Donc c'est Marc qui ne veut pas inviter Sophie à son anniversaire parce qu'elle ne fera pas une bonne indienne. Parce que bien sûr la thématique c'est les Indiens. Est-ce que tu peux revenir sur cette illustration et aussi c'est-à-dire que hors du cadre de la famille où ça impacte aussi, il y a le cadre de l'école. Oui, c'est une histoire qui est inspirée de ma vie, c'est-à-dire que quand j'étais petite à l'école primaire, il y a effectivement eu cette personne qui s'appelle Marc aussi d'ailleurs, si tu me regardes. Là, si tu vas qui avait fait une fête d'anniversaire au thème cow-boy indien. Et il ne m'avait pas invitée parce qu'il a dit que je ferais une pas jolie indienne, notamment parce que j'étais noire. Et c'est vrai qu'on pense jamais aux répercussions que ça peut avoir, parce que c'est des enfants. Aujourd'hui, Marc, je ne t'en veux pas. Mais ça a aussi des répercussions, parce que là, c'était ponctuel, mais il y a plein de petites remarques que les enfants se font entre eux et qui restent quand on grandit, et qui, même parfois, deviennent des standards pour nous-mêmes. Quand j'étais petite, je voulais être blonde aux yeux bleus. Voilà. Ce n'est pas possible. Comment tu dessines? Quelles sont tes inspirations? Là, par exemple, tu reviens sur des moments que tu as vécu quand tu étais enfant. À quel moment ça repop dans ta tête et tu te dis ça, je vais le dessiner? Alors, faut savoir déjà que j'ai pas une manière d'être dans la productivité de l'art, c'est-à-dire que je produis pas pour explicitement faire de l'art à chaque fois. C'est juste des moments où je suis en introspection, je pense, et c'est un moyen d'extérioriser. Donc quand je vais penser à certaines choses, je vais prendre ma tablette, parce que je dessine principalement sur tablette du coup, et je vais dessiner, et je vais repenser à des souvenirs, et comme c'est très inspiré de ma vie, j'ai juste à penser à une anecdote et à la retranscrire, c'est tout. Et donc là, il y a toutes vraiment les dessins plutôt digitaux. Pour la pratique aquarelle et peinture, est-ce que tu produis différemment? Comment ça se passe? Pour ces pratiques-là, c'est du carnet de dessin en fait. C'est des choses que je vais faire dans mon quotidien, parce qu'en fait, je ne produis pas que du contenu afroféministe antiraciste, je fais aussi juste du dessin. Et pareil, encore une fois, c'est une pratique pour extérioriser, c'est un hobby. Et ça peut être différent de ce que je propose sur Instagram. Ça peut déjà pas être en noir et rouge, et simplement être du brouillon, du croquis. Et tu as notamment fait une exposition à la M3Q à Poitiers. Et à ce moment-là, il y avait des originaux. Est-ce qu'il y avait aussi d'autres formats que tu as moins l'habitude de montrer? Oui, il y avait des originaux. Alors des formats que je montre pas, notamment ces croquis, donc préparation de BD, de dessins, qui étaient exposés, ou simplement des dessins au feutre en noir et blanc. Est-ce qu'il y a une illustration, un travail sur lequel tu es particulièrement fière ou dont tu as envie de parler, qui dit beaucoup de choses sur ta pratique ou sur ton travail? Est-ce qu'il y en a une vraiment que t'aimes montrer à toute personne qui ne te connaît pas? Alors, je pense que le travail que je fais, il est à prendre dans sa globalité, parce que c'est dur de tout résumer à une seule image. Cependant, il y a une image que j'aime bien, alors pas parce que c'est la plus technique et la plus belle, mais c'est la semi-représentation de Caraba la sorcière que j'ai fait en dessin. Parce que Caraba la sorcière, pour moi, c'est vraiment l'allégorie de la femme noire qui a été blessée, qui du coup est considérée comme méchante, en colère, The Angry Black Woman. Alors qu'en fait, c'est juste une personne traumatisée qui a besoin d'extérioriser son trauma, de peut-être être accompagnée et d'être comprise et écoutée. Là, tu parles d'un personnage qui t'a marqué, qui t'a inspiré. Est-ce que, justement, il y a des BDistes justement un peu invisibilisés dont tu aimerais nous parler et dont le travail t'inspire ?
Alors moi, il faut savoir que malheureusement, j'ai pas encore trouvé de BDiste dont le travail m'inspire réellement, enfin en tout cas qui résonne avec ce que je fais. Je fais partie du public des mangas en grande majorité, et je pense que ça se ressent peut-être un peu dans mon dessin. Et alors malheureusement, il n'y a pas trop de personnages racisés dans les mangas non plus, mais j'ai baigné dedans en fait, et du coup forcément ça m'inspire un petit peu. Il y a des problématiques d'honneur. D'amour, d'aventure et aussi de développement personnel. Donc c'est inspirant. Donc pour l'instant, tu le disais, c'est plutôt une passion, c'est plutôt quelque chose, l'illustration que tu fais à côté. T'as envie que ça se professionnalise. Où est-ce que t'en es et quels sont un peu les projets pour toi dans les quelques mois, années à venir? Alors dans l'idéal, effectivement, j'aimerais bien que ça évolue un petit peu. C'est vrai que comme je disais, et comme je dis tout le temps, c'est avant tout un hobby parce que j'ai ma vie personnelle à côté et que surtout je pensais pas que je pouvais faire quelque chose de ça. Mais j'aimerais bien me concentrer du coup sur l'écriture de plusieurs œuvres d'envergure. Donc je ne sais pas encore sous quelle forme ça va sortir, peut-être de la bande dessinée, peut-être du roman graphique, ou peut-être simplement des recueils. Mais j'aimerais bien me concentrer là-dessus dans les prochaines années et essayer de faire quelque chose, abandonner ce que je fais dans ma vie personnelle pour pouvoir me concentrer principalement sur ça et être une artiste à part entière. Exactement. Ça veut dire quand même que l'écriture est quelque chose qui t'intéresse beaucoup dans ton travail et que tu aimerais développer encore davantage. Non, c'est clair. Même juste faire du roman, honnêtement, j'aimerais beaucoup. Et toujours sur ces questions de femmes racisées? Ça va forcément imprégner mon travail. Parce que tout ce que je vais produire sera imprégné de ma vie. Mais c'est vrai que y a des idées de romans qui vont puiser dans juste le récit d'une vie personnelle. Je m'intéresse aussi à l'afro-science-fiction. Et j'aimerais beaucoup écrire des histoires de sci-fi, mais imprégnées dans un univers noir. Ça, j'aimerais beaucoup. Ça donne envie. Oui. Alors, ce qui est quand même important, c'est que doucement, tu te professionnalises et on pourra retrouver un peu partout à Poitiers la couverture du magazine Flûte, dans lequel vous pouvez retrouver 4 pages d'éditorialisation de Quartier Libre. La couverture est faite par Épaule Noire, une création que tu as fait exprès pour la sortie du magazine, qui est un tout premier numéro, qui sort donc le 1er mars. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a inspiré pour cette couverture ? J'avais envie de présenter quelque chose qui résumerait globalement tout mon travail, c'est-à-dire parler des femmes. Je sais que le numéro porte sur les femmes artistes qui sont invisibilisées, et quand on est une artiste noire, on a tendance à être invisibilisé justement. Et du coup, j'avais envie de porter un peu ce message. Notamment sur cette illustration, il y a marqué « White is not the standard ». Ça évoque tout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les standards actuels aujourd'hui, ils découlent de cette blanchité, mais en fait, il existe beaucoup d'autres choses, notamment le travail que je peux proposer, mais comme plein d'autres artistes de ma communauté. Et c'est intéressant d'y jeter un œil et d'apprécier le travail de ces artistes-là. Carrément. Donc, on arrive, on voit cette superbe couverture sur Flûte, et à l'intérieur, dans Quartier Libre, on peut retrouver notre interview, un petit bout, et en version longue, on a donc cette interview. En plus, on parlait de l'invisibilisation des femmes. C'est aussi le sujet de nos 4 pages de Quartier Libre. Donc, il y aura toute une enquête sur les femmes invisibilisées dans l'art, avec notamment un focus sur l'exposition La Musée qu'on peut retrouver au musée Sainte-Croix. Donc, venez chercher ce premier numéro spécial, bien sûr pour le mois de mars, donc spécial sur le mois des égalités, de l'égalité. C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Épaule Noire. Merci à toi, vraiment. Et à très bientôt. Plaisir. Merci. Merci.